Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai poids lourd, le pouvoir disciplinaire de l'employeur dans le cadre du REI. Alors c'est vrai, c'est l'un des outils les plus essentiels quand on gère une entreprise. Mais attention, c'est aussi une équation qui doit être extrêmement bien calculée. Si on gère mal ce pouvoir, la situation se transforme très vite en un risque financier absolument massif. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer cette mécanique pour transformer ce qui ressemble à des concepts juridiques un peu abstraits en une procédure tout simplement infaillible. Allez, on y va. Et on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec un chiffre qui fait réfléchir. Un licenciement disciplinaire qui comporterait la moindre petite faille juridique, ça garantit une pénalité financière minimale de 6 mois de salaire, toujours calculé en DA. Oui, 6 mois minimum. Ça veut dire qu'une simple erreur de procédure équivaut littéralement à une hémorragie financière qu'on aurait pu éviter à 100%. On n'est plus du tout dans la théorie ici. On parle de protéger le capital de l'entreprise pur et dur. Bref, pour bien comprendre tout ça, voici notre feuille de route. On va voir les enjeux disciplinaires, le cadre légal de base, la grille pour qualifier les fautes, les 5 étapes clés de la procédure, la fameuse règle de proportionnalité, et on terminera par les conséquences financières. C'est notre matrice du jour. Première étape donc, les enjeux du pouvoir disciplinaire, avec ce fameux risque financier mesurable. Le cœur du problème, en fait, c'est que le droit du travail ne laisse absolument aucune place à l'improvisation. Pour faire simple, 100% des licenciements disciplinaires doivent reposer sur une base procédurale en béton armé. Sans ce cadre parfaitement construit, n'importe quelle action disciplinaire a, pour ainsi dire, 100% de probabilité de s'écrouler devant un tribunal. Et le truc un peu fou, c'est que ce n'est même pas la faute du salarié qui valide le licenciement à la fin. C'est vraiment la rigueur mathématique et la précision de l'employeur. On passe au grand 2, le cadre légal fondamental. C'est une espèce de double fondation inébranlable sur laquelle tout repose. Alors, la dynamique entre ces deux textes est super intéressante. D'un côté, on a l'article 77 alinéa 2 qui impose de définir noir sur blanc les fautes et les sanctions. Et de l'autre, on a l'article 73.2 qui agit comme un système d'exécution totalement inflexible. Il exige qu'on respecte strictement cette fameuse procédure. Donc, c'est un peu comme un code source que l'employeur écrit lui-même, mais auquel il doit ensuite se soumettre sans la moindre exception. Pas de passe-droit. Ce qui nous amène à notre troisième point, la grille de qualification des fautes et ses variables. Pour éviter que la discipline parte dans tous les sens, il faut classer ces fautes dans une structure très rigide. C'est le seul moyen d'éliminer totalement la subjectivité. On divise ça en 3 niveaux. Le niveau 1, c'est la faute légère, celle qui cause 0% de préjudice réel à l'entreprise. Ensuite, le niveau 2, la faute grave. Là, on parle d'un manquement sérieux avec un vrai préjudice tangible. Et enfin, le niveau 3, qui regroupe les fautes très graves de l'article 73, des choses lourdes comme le sabotage par exemple. Chaque action problématique doit obligatoirement rentrer dans l'une de ces 3 cases. Mais attention, le grand piège, c'est de qualifier une faute automatiquement sans utiliser le filtre de l'article 73.1. Cet article, il nous oblige à évaluer 4 variables précises. Les circonstances de l'événement, le degré de gravité, l'étendue exacte du préjudice causé et bien sûr l'historique du salarié, sa conduite antérieure. C'est simple, si on oublie de calculer ces 4 éléments, on fonce tout droit vers une requalification par le juge. On avance vers la 4e section. Les 5 étapes de la procédure, notre algorithme incassable. Si le pouvoir disciplinaire est une équation, cette procédure en est l'algorithme. Elle se déploie en 5 étapes obligatoires, pas une de moins. 1. La constatation. 2. La convocation. 3. L'audition. 4. La réflexion. Et 5. La notification. C'est purement chronologique. Si on s'amuse à raccourcir un délai, par exemple en sautant la période de réflexion, stricte de 5 à 10 jours, c'est un échec procédural instantané. L'algorithme plante. Un point, c'est tout. D'ailleurs, sur les étapes de convocation et d'audition, les chiffres sont intraitables. Il faut impérativement respecter un délai minimum de 48 heures entre la convocation et l'audition. De plus, la notification de cette convocation doit être à 100% écrite. Une convocation verbale lancée dans un couloir, c'est une valeur juridique égale à 0. 0. Et pour couronner le tout, le droit à l'assistance interne lors de l'audition est une donnée absolument non négociable. Passons à notre 5e point, la règle de proportionnalité, ou comment équilibrer l'équation. La règle d'or ici, c'est la progressivité des sanctions. On ne sort pas les grands moyens à la première erreur. Pour une faute légère, c'est un simple avertissement. Si c'est une faute légère mais répétée, on passe à la mise à pied. Par contre, si on décide de passer directement au licenciement pour une infraction mineure, on rompt totalement l'équilibre mathématique. Et selon l'article 73.3, cette disproportion déclenche immédiatement et à 100% une présomption de licenciement abusif. Ce qui nous propulse vers la dernière section, les conséquences et les risques financiers liés à la non-conformité. Concrètement, que se passe-t-il quand la procédure s'effondre ? C'est le drame. L'erreur se transforme instantanément en un gouffre financier.
Il faut bien séparer deux types de défaillances. D'un côté, on a le vice de forme. Ça, c'est l'erreur un peu plus courante, ça annule la sanction et ça oblige à payer les salaires perdus. Mais de l'autre côté, le vice de fond. Alors là, c'est catastrophique. Ça implique soit la réintégration immédiate du salarié, soit une pénalité financière obligatoire et, tenez-vous bien, totalement incompressible. Et on revient à ce chiffre choc du début, cette menace monumentale, une pénalité de 6 mois de salaire au grand minimum. Tout ça calculé strictement en DA, et c'est sans compter les potentiels dommages et intérêts qui s'ajoutent à l'addition. Ce chiffre est là pour nous rappeler une chose évidente. Seule une application froide, mathématique et ultra stricte de la procédure permet de protéger les finances de l'organisation. Alors, pour conclure cette explication sur une note qui donne à réfléchir, on doit tous se poser cette question vitale. Est-ce que le règlement intérieur actuellement en place est vraiment optimisé ? Est-ce qu'il pourrait survivre à un audit rigoureux du tribunal sans générer un coût absurde de plusieurs millions de DA ? C'est une vraie réflexion à mener pour protéger nos organisations et ça prépare parfaitement le terrain pour une future analyse qu'on consacrera aux modifications de ce document. Sur ce, merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour la suite.